La majorité de ces points sont inscrits à l'ordre du jour à la demande du bureau du procureur. Aussi d'emblée, je donne la parole au bureau du procureur et puis nous reprendrons les points l'un après l'autre en permettant aux autres parties de réagir et de prendre la parole lorsque ceux-ci souhaitent rebondir. Et nous allons. Je voudrais rappeler à chacun de parler suffisamment lentement et je suis si évidemment il n'y a pas de questions-réponses, donc ce n'est peut-être pas aussi essentiel, mais laissons quand même le temps passer d'une personne à l'autre. Et avec votre accord à tous, je donne la parole au bureau du procureur. Si évidemment il n'y a pas de questions-réponses, donc ce n'est peut-être pas aussi essentiel, mais laissons quand même le temps passer d'une personne à l'autre. Et avec votre accord à tous, je donne la parole au bureau du procureur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, juste avant de commencer sur ce premier point, je voudrais vous dire que ce sont mes collègues Madame Schuen et Madame Anderson qui aborderont ces points. Je voudrais vous présenter Monsieur Garcia qui nous rejoint et une stagiaire, Madame Mayans. Good morning, Mr. President, Your Honor. Oui, bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Je prendrai les trois premiers points que nous avons au point 1 et je commencerai par. Je prendrai le 1B à la fin. Cet ordre du jour nous a été présenté pour deux raisons. D'abord parce que nous sommes préoccupés par la qualité des retranscriptions. C'est le point A de cet ordre du jour. Et ensuite pour soumettre quelques propositions sur le processus de correction que nous avons en point C. Et donc pour terminer, je voudrais rapidement aborder les questions sur les références aux retranscriptions. C'est le point B. Et pour aborder certains de ces points, nous avons eu une réunion des plus constructives avec les services du greffe hier et nous sommes en mesure de vous faire des propositions concrètes aujourd'hui. Mais remontons dans le temps. Qu'est-ce qui a amené ce problème à notre connaissance? C'est parce que nous avons repris les retranscriptions des 4 premiers témoins que nous avions et nous avons eu à faire la correction de la retranscription. Et c'est à la suite de cet exercice que nous avons proposé plusieurs corrections. Et nous avons constaté que ces corrections s'inscrivent dans 4 catégories principales. La première et la plus importante, c'est lorsque toute une phrase, et parfois un ensemble de phrases, est manquant ou sont manquantes des versions soit anglaises, soit françaises des retranscriptions. Nous avons constaté que c'était surtout dans la retranscription vers l'anglais que ces phrases manquaient, mais ce n'était pas exclusivement en anglais. Et ce qui nous inquiète, c'est parce que cela est révélateur de deux choses. D'abord, vous, messieurs et mesdames les juges, vous ne recevez pas toute l'interprétation de ce qui est dit dans le prétoire, et puis finalement la retranscription reste incomplète et lacunaire. Pour revenir au premier témoin dans cette affaire, le P457, correction de l'interprète P547, et je fais référence à la version expurgée. Dans la version française, à la page 48, ligne 5, et je cite en français. Qui était derrière des sacs de sable avec des fusils. Et de l'autre côté, il y avait les CRS. Donc je ne peux pas vous dire si j'étais au milieu de la foule
ou devant ou derrière. Now the English version, and this is page 43. Et puis nous avons à la page 43, ligne 17, et je cite: il y avait tout près des gendarmes qui portaient des sacs et qui portaient des armes. Je ne peux pas vous dire si j'étais au milieu de la foule, devant ou à l'arrière. Alors que en français, nous aurons S is missing from the English version. This is just one example, but we found a number. ce n'est qu'un exemple, mais nous avons plusieurs phrases ainsi qui manquent et que nous avons constatées quand nous avons procédé à la première correction pour ces 4 premiers témoins. Et ces témoins ces phrases, ont forcément un impact sur les témoignages. Donc ça, c'est la première catégorie d'erreurs que nous avons constatée. Un deuxième type d'erreur découle du fait que dans les versions françaises et anglaises, nous avons cité dans une langue, elle est correcte dans une langue et elle n'est pas correcte dans l'autre langue. Et la quatrième catégorie d'erreurs, ce sont les variantes dans la manière dont les noms propres sont éplés. Et après notre réunion avec le greffe, nous avons mieux compris ce qui amène ces erreurs. Quand je dis nous, ce sont les différents orateurs ici dans la salle d'audience et ce que nous pouvons faire dès lors pour aider à la fois les sténotypistes et les interprètes. Et c'est vrai qu'il y a cette règle que nous devons répéter, ralentir, respecter les 5 secondes entre les orateurs et éviter à tout prix le chevauchement. Bien sûr, nous veillerons à le respecter, mais le procureur veillera à donner aux interprètes et aux sténotypistes une liste dans laquelle seraient repris tous ces noms et comment les épeler, ou, et c'est une autre solution, c'est épeler ces mots au fur et à mesure que ceux-ci apparaissent dans le témoignage du témoin. Nous voudrions également faire une autre proposition, une autre suggestion au CMS, c'est faire une proposition concrète. Donc il y a la retranscription en temps réel que nous avons ici sous les yeux dans le prétoire et qui devient une retranscription éditée par la suite, corrigée. Ce que nous proposons, c'est que le CMS se lance dans un exercice de coordination. Il s'agirait de vérifier et comparer les versions anglaises et françaises, voire reprendre les enregistrements audio pour vérifier lorsqu'il y a des discordances frappantes, que ce soit au niveau des noms éplés, que ce soit au niveau des extraits de phrases qui manqueraient, des phrases ou des ensembles de phrases. C'est ce qui permettrait de réduire de manière substantielle les corrections que nous demandons et les fameuses CT, donc corrections de retranscription. C'est quelque chose que nous avons proposé au CMS lors de la réunion. Ceux-ci nous ont dit qu'ils allaient envisager la faisabilité d'une telle proposition. Découlant de tout ceci et y associé, nous avons constaté que lorsque nous avions envoyé notre première demande de correction de retranscription, la politique du greffe nous demande une référence en temps réel pour chaque correction à apporter. On a essayé, mais ça n'a pas été possible pour les 4 premiers témoins. Et nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas les ressources nécessaires pour donner cette référence temporelle, parce qu'il ne s'agit pas de comparer simplement 2 versions de cette retranscription, la version éditée en anglais et la version éditée en français, mais également les 2 versions en temps réel. Il s'agit donc d'établir la correspondance entre 4 versions et nous n'avons tout simplement pas les ressources nécessaires pour le faire. C'est quelque chose que nous avons également cité lors de la réunion. Si nous n'avons pas les ressources, je peux fort bien imaginer que mes collègues de l'autre côté n'ont pas les possibilités non plus ni les ressources. Alors une autre proposition a été faite par CMS. Il s'agit d'une solution technique
à savoir inclure une référence temporelle électronique dans la retranscription, ce qui permettrait d'apporter une solution, éviter cette étape supplémentaire. Le juge président. Est-ce que je peux vous poser une question? Tous ces problèmes, toutes ces erreurs, tout ce qui manque, tous ces mots qui sont mal épelés, etc. Est-ce que vous en avez discuté avec les autres partis et avec la défense, en l'occurrence? Monsieur le juge, nous n'en avons pas discuté avec les autres partis, avec les participants. Tel que nous avions perçu la chose, il semblerait que CMS a eu des échanges avec la défense sur certaines de ces questions. Quant à savoir si c'était simplement pour ce qui avait été prononcé ici dans le prétoire et son interprétation, ou également les points de détail des retranscriptions, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Mais je peux vous dire qu'au paragraphe 66 de la politique du greffe sur les demandes de correction, donc qui est la fiche en matière de correction, il nous est demandé à chacune des parties d'envoyer nos demandes de correction directement à CMS. Et nous n'avons pas eu de discussion sur ce point pour l'heure. Le juge président, il semble que le problème soit de taille. Ce n'est pas simplement une correction ici et là. Et donc, il serait souhaitable d'avoir une solution englobante, pas rien que le procureur et CMS, mais une solution plus complète. And that's one of the reasons C'est la raison pour laquelle nous abordons cette question ici, pour attirer l'attention de tout un chacun et voir quelles sont les solutions qu'on peut apporter, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une correction sur l'une ou l'autre ligne. Le juge président, très bien, poursuivez. Bureau du procureur. Dernier point sur lequel je voudrais revenir, c'est le 1B, à savoir quels sont ou comment les parties font référence à ces retranscriptions. Nous constatons que lors des audiences et dans les documents qui sont versés, il est parfois difficile de savoir avec précision quelle est la retranscription à laquelle nos éminents collègues font référence, le juge président, et vice-versa. Bureau du procureur, oui, et probablement vice-versa. Alors, pouvons-nous proposer, dès lors que, quand la retranscription éditée existe déjà, que les parties fassent référence à cette version éditée en prenant la page et la ligne concernée. Et que lorsque seule la retranscription en temps réel existe, la même chose soit faite. Donc à chaque fois, on puisse préciser s'il s'agit d'une retranscription en temps réel ou en la version éditée avec les acronymes ET et RT en anglais. Et cela nous permettra d'éviter un temps supplémentaire à poser des questions pour savoir où on en est. Le juge président. Je voudrais ajouter ce qui serait souhaitable, c'est que finalement nous ayons la même numérotation de pages entre les retranscriptions françaises et anglaises. Et ainsi, si on pouvait au moins avoir un chevauchement entre les textes français et anglais, si c'était possible. Parce que sinon, ça complique encore plus les choses. Je ne sais pas dans quelle mesure ceci est possible. Bureau du procureur. Monsieur le Président, d'après ce que nous nous sommes laissés dire, cela ne semble pas être possible du fait de la longueur d'une langue par rapport à l'autre. Mais peut-être pouvons-nous proposer au CMS de se pencher là-dessus. Mais ce sont donc des propositions que nous avions à faire dans le cadre de ce premier point à l'ordre du jour. Merci. Les représentants légaux des victimes? Monsieur le Président, nous n'avons pas participé à la consultation sur ce point, mais nous avons aussi eu des problèmes et quand il s'agit d'aborder les solutions, je crois que ce qui serait souhaitable, c'est d'avoir une solution globale. La défense. La défense de M. Gbagbo, pour commencer. Monsieur le Président, Madame, Monsieur,
En ce qui concerne la traduction et la retranscription des débats lors des audiences, la défense de Laurent Gbagbo souhaite au préalable remercier les équipes de traducteurs et de sténographie du greffe, sans lesquelles le procès ne pourrait se dérouler dans de bonnes conditions. Nous pensons qu'il est essentiel qu'un dialogue permanent et constructif soit entretenu entre les parties et les équipes de traduction afin de lisser toutes les imprécisions dans l'interprétation et les transcrits. À ce propos, nous découvrons avec un certain regret qu'une réunion a eu lieu hier à laquelle nous n'étions pas conviés. C'eût été beaucoup plus productif si toutes les parties avaient pu se trouver autour d'une même table, discuter et trouver peut-être des solutions. Et je demande vraiment à ce que ça nous concerne tous, nous avons tous les mêmes problèmes, je souhaiterais que les choses se fassent ensemble. Et ça nous gagnerait du temps en plus. Bon. Revenons aux erreurs. Les erreurs sont réelles. Et la question importante, c'est d'essayer d'éviter les erreurs en amont. Alors, il y a un premier point. Les transcrits définitifs ne sont communiqués que pour nous, c'est-à-dire les parties, que nous puissions disposer des transcrits le plus vite possible, de manière à vérifier ce qu'a dit le témoin et préparer les interrogatoires et les contre-interrogatoires. Donc, la rapidité de la mise à disposition des transcrits est un point tout à fait essentiel. Alors, sur les questions de transcription et d'interprétation, la défense voudrait souligner que dans la mesure où la majorité des témoins vont témoigner en français, alors que la Chambre est anglophone, et que la Chambre va donc se fonder de manière quasi exclusive sur la traduction en anglais des témoignages, il est crucial que les juges et l'ensemble des parties disposent d'une transcription la plus fidèle possible et d'une interprétation la plus fidèle possible. En particulier, il est crucial que les noms propres, les noms de lieux, les dates soient correctement retranscrits dans les deux langues. Depuis le début des audiences, depuis le début du procès, la défense a envoyé des demandes de correction de nature très différente portant sur les transcrits des premiers 3, 5, 8, 10, 11, 12 et 15 février 2016. Aujourd'hui, la défense n'a été notifiée que de la version corrigée des transcrits du 12 février, pas des autres transcrits. Les demandes de correction que nous avons faites portent sur des erreurs de transcription du récit français, des erreurs de traduction du français en anglais, des erreurs de transcription dans les versions anglaises et des erreurs de traduction de l'anglais au français. Lorsque nous avons envoyé nos demandes de correction, nous n'avons pas eu matériellement le temps de relever toutes les erreurs. Ça nous était absolument impossible. Et c'est extrêmement difficile, y compris pour, je suppose, l'accusation, même si elle a des moyens supérieurs aux nôtres, ça reste extrêmement difficile, un exercice compliqué. Mais nous avons noté en particulier les exemples flagrants d'erreurs sur les noms propres, ainsi que des trous dans les transcrits, notamment de témoignages, et que cela soit en français ou en anglais. C'est-à-dire qu'il y a des passages entiers qui n'ont pas été retranscrits du français en anglais. Alors je vais vous donner quelques exemples rapidement pour que les choses soient claires, pour qu'on sache de quoi l'on parle. Alors par exemple, dans les transcrits anglais du 1er février 2016, le village de Diawang est orthographié Diawang, un peu comme un village chinois. Dans les transcrits anglais du 1er février 2016, le nom de Watao est traduit par Ouattara.
Ce qui en soi n'est pas faux, mais c'est un autre problème. Dans les transcrits français du 5 février 2016, la date du 23 mars est traduite par 21 mars. Dans les transcrits anglais du 11 février 2016, à l'écart du groupe en français, est traduit par Away from the main group. Je vais vous donner un exemple d'erreur de transcription dans les transcrits en temps réel. Dans les transcrits du 10 mars 2016, Michel Guéot, qui est le nom d'une personne, est transcrit par les jeunes Guéot. Les jeunes Gueux. Et cette même erreur se retrouve dans la version anglaise éditée. Enfin, plus exactement, c'est une autre erreur dans la version anglaise éditée parce que l'erreur, les jeunes, au lieu de Michel, est conservée, mais le nom Gueux a disparu. Donc ça donne en anglais Who came with John. Alors, je vous donne maintenant un exemple de trou dans les transcrits en temps réel. Il se trouve dans les transcrits français du 9 mars 2016. Donc je vous donne pour les besoins d'enregistrement la référence. ICC-02/11/15-T-franc. Dans ces transcrits, une partie du témoignage de P625 n'a pas été retranscrite. Et la chose intéressante ici, c'est que cette partie a été retranscrite dans la version anglaise. Évidemment, ça nous pose un problème à nous, puisque nous nous intéressons à la version française. Alors là, le trou, le passage qui a disparu, c'est le passage à 10h04:40. Et il y a plusieurs passages en réalité. Bon. Le problème est donc bien réel. D'un autre côté, nous sommes tout à fait conscients de la difficulté de la tâche des transcripteurs et des traducteurs. Et encore une fois, nous les remercions. La solution passe certainement par une adaptation des parties dans leur manière de formuler les choses, c'est-à-dire une façon plus lente de s'exprimer, on épelle les noms, etc. Tout, sans aucun doute, ça peut aider. Il me semble que pouvoir entretenir une communication permanente avec les services de transcription et de traduction et l'ensemble des parties serait aussi une bonne chose, qu'on fasse des points, en particulier quand il y a un problème, au lieu de venir devant la Chambre, qu'on essaie de régler d'abord la question ensemble. Ça doit pouvoir se faire. Et peut-être aussi, en ce qui concerne la traduction, je crois que ça a été dit tout à l'heure, et si c'est cela, nous sommes bien sûr d'accord, demander au service de traduction une forme d'harmonisation entre version anglaise et version française. Parce que parfois, le traducteur français dit des choses justes, ce qui n'est pas le cas du traducteur anglais, que ce soit dû à la transcription ou pas, peu importe, hein, je regarde le résultat. Et parfois, c'est le contraire. Donc, une forme d'harmonisation pourrait sans aucun doute aider. Donc ça, c'est sur le problème tel qu'il se présente. Et nous sommes à la disposition de tout un chacun pour discuter, participer, relever, à condition que ça ne prenne pas, évidemment, trop de temps, parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire. Mais ça, c'est ce que nous voulions dire. Nous sommes à la disposition, nous voulons aider, nous voulons participer à l'amélioration générale, et en même temps, nous sommes au fait de la difficulté de la tâche. Très clair. Et maintenant, sur les deux points et les propositions pratiques, Madame Naouri va vous dire un mot, si vous permettez. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, rapidement sur le point B à l'ordre du jour, en ce qui concerne la façon dont les parties doivent renvoyer au transcrit, je pense qu'on est sur la même ligne que l'accusation. Il nous semble que le plus simple, c'est d'indiquer
lors d'un renvoi, le numéro du transcrit, seulement les deux premiers chiffres, les deux derniers chiffres qui permettent aisément d'identifier le document, le jour, la langue, la page et la ligne, et tout en précisant si ce sont les transcrits temporaires ou définitifs. Voilà sur le point B à l'ordre du jour. En ce qui concerne le point C, alors il est vrai que l'indication de ce qu'on appelle timestamp à la demande de correction des transcrits n'est pas prévue par la décision sur la conduite des débats. Néanmoins, CMS a expressément demandé aux équipes de défense et donc aussi à l'accusation par email de fournir les timestamps lorsqu'elles déposent des demandes de correction des transcrits. Une telle pratique demande du temps. La défense ne s'y oppose pas dans la mesure où elle permet plus de précision dans la mise en œuvre des corrections proposées par les parties et réduit la marge de manœuvre. On vient de parler des problèmes de traduction, des problèmes de concordance entre les transcrits. Donc il est vrai que le timestamp aide, mais il est aussi vrai que c'est un exercice particulièrement chronophage et que nous avons très peu de moyens. Donc nous, de notre côté, nous réfléchissions aussi à une manière de ne pas être obligé de passer par 3 versions, 4 versions différentes des transcrits quand on corrige. Et la proposition qui a été faite par le procureur ou par CMS au procureur et qui nous a été présentée aujourd'hui, d'avoir une référence au timestamp et au temps dans les transcrits édités, serait la meilleure solution selon nous, nous permettrait de gagner du temps tout en conservant le degré de précision quand on demande des corrections sur les transcrits édités. Donc si CMS est capable de faire ça techniquement, ça serait un gain de temps formidable pour tout le monde et un gain de qualité, puisque les corrections ou les demandes de correction pourraient être précises et ça réduirait la marge d'erreur possible. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Président, la défense de Monsieur Blégoudet. Avant de donner la position de la défense de M. Blégoudet, je voudrais réitérer ici les excuses du procès CNOPS qui vous a adressé un mot, et de même qu'au bureau du procureur pour ne pas avoir pu être là aujourd'hui. Je voudrais également profiter de l'occasion pour présenter mes deux collègues, Marion Carin et Lauriane Vandler. En ce qui concerne donc le point concerné, la défense de M. Charles Blégoudet n'a pas d'observation supplémentaire à faire par rapport à la position justement développée par la défense de M. Gbagbo. Thank you very much. Le Président, merci beaucoup. Oui. Le greffe. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, tout d'abord pour représenter le greffe aujourd'hui, Alexandra Tomic, en charge du service, de la section des services linguistiques, Vera Wang, qui assiste le directeur de la direction des services judiciaires, et moi-même, Charlotte Dahuron-Jacobi, en charge de la section d'administration judiciaire, autrement appelée CMS. Premier point pour rassurer, si possible, la défense. La réunion d'hier s'est en effet tenue uniquement avec les représentants du bureau du procureur. C'est à ma demande et le souci était de bien comprendre les préoccupations du bureau du procureur qui sous-tendaient le point à l'ordre du jour aujourd'hui. De la même manière que par le passé, nous avons eu 2 réunions, il me semble, avec l'équipe notamment de M. Gbagbo, sur les mêmes préoccupations. Nous remercions toutes les parties de leur bonne volonté en vue de coopérer et de trouver une solution ensemble, et nous tiendrons des réunions avec toutes les personnes intéressées à l'avenir. Sur la suggestion
Monsieur le Président, de faire coïncider les pages françaises et anglaises des transcriptions. C'est un sujet qui revient régulièrement. Nous faisons déjà en sorte de minimiser l'écart entre la version en anglais et la version en français. Mais la langue française étant ce qu'elle est, elle comporte environ 30% de mots supplémentaires que la langue anglaise. Et donc, nous ne pouvons pas complètement faire coïncider les deux versions aujourd'hui, lorsque, pour la version éditée, on utilise des pages et des lignes. Ce qui m'amène au point suivant, la question des timestamps dans la version éditée. C'est également une question qui revient régulièrement et que depuis quelques années déjà, nous explorons avec le fabricant des systèmes informatiques qui produisent le transcript. C'est une question de reprogrammation, donc voilà, c'est à l'étude. Et nous allons également étudier une autre piste qui serait, dans le temps nécessaire au service informatique pour éventuellement reprogrammer et incorporer un timestamp dans la version éditée. Donc, une solution intermédiaire qui consisterait à introduire manuellement un timestamp de manière régulière, pas pour chaque ligne, mais au moins de manière régulière dans la version éditée, soit toutes les pages, soit toutes les 2 pages éventuellement. Nous allons étudier ces possibilités et revenir vers les parties, puisque nous sommes tout à fait conscients de la charge de travail que cela représente, soit pour les parties, soit, si les parties ne le font plus, pour les interprètes, pour rechercher le passage exact dans l'enregistrement audiovisuel afin de réécouter et corriger les parties soumises pour révision. Sur les retards soulevés par la défense dans la révision des corrections qui ont été soumises. Nous sommes en effet en retard. Nous avons des ressources, nous manquons de ressources au greffe. Les équipes ne sont pas encore complètement constituées, premier point. Et nous avons de janvier à mars eu des audiences simultanées. Nous sommes en train d'absorber ce retard et à la reprise de cette audience le 9 mai, nous prévoyons de fournir les transcriptions en temps normal. Voici pour les points. Je vais maintenant donner la parole à Alexandra Tomic pour les points plus spécifiques qui ont trait au travail des interprètes. Thank you, Mr. President. Madame Tomic, merci Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Merci beaucoup d'avoir soulevé tous les points qui figurent à l'ordre du jour parce qu'il est très important pour nous de pouvoir bien préciser que nous sommes conscients des erreurs. Nous sommes tout à fait conscients de la nécessité non seulement d'avoir des transcriptions des procès-verbaux officiels qui soient non seulement exacts, mais qui soient également complets. L'ensemble des corrections seront effectuées. Une des raisons pour lesquelles nous avons également du retard est due au fait que les équipes d'interprètes qui travaillent en l'affaire doivent également insérer les corrections et réécouter les enregistrements. Bien entendu, le meilleur moyen d'accélérer tout procès et d'avoir une manière plus efficace de travailler serait d'éviter ou tout au moins minimiser la nécessité d'avoir des corrections. Nous avons étudié les raisons qui se trouvent derrière les erreurs. Les raisons ont toutes à voir, ou plutôt dans 90% à voir avec la façon dont les orateurs s'expliquent. Bien entendu, nous pouvons faire des erreurs et c'est pour ça qu'il y a un processus de correction des transcriptions. Mais tout comme les sténotypistes qui ne peuvent enregistrer que ce qu'elles entendent, il en va de même pour les interprètes. Ils ne peuvent interpréter que ce qu'ils entendent. Là,
vitesse n'est pas forcément ce qu'il y a de pire dans la façon de s'exprimer d'un orateur. Mais les orateurs qui se chevauchent rendent les choses absolument impossibles à entendre et même corriger dans certains cas. Il y a certains cas où un micro chevauche un autre micro, l'emporte sur l'autre et on s'est perdu. On ne peut absolument pas entendre ce qui a été dit dans le deuxième micro. Donc, ce qui serait le plus efficace, ce serait de se souvenir qu'il s'agit ici d'un prétoire multilingue et non pas un prétoire normal. Donc, c'est-à-dire que c'est un prétoire international normal. Parfois, nous avons 2 langues, parfois 3. Si on ajoute une langue supplémentaire, on ajoute de la complexité, ce qui fait qu'il y a toujours besoin d'un délai de 2 à 3 secondes. Il y a un décalage de 2 à 3 secondes. C'est pour ça que nous demandons qu'il y ait une pause de 2 à 3 secondes entre chaque intervention de chaque orateur. Nous avons également une difficulté technique mineure qu'il faut que je signale, qui concerne le volume et l'amplitude des micros, à quel point ils captent ce que disent les orateurs. Si les orateurs tournent la tête, ce qui n'est pas le cas des juges, mais qui est le cas des parties et participants, le micro ne capte pas ce que la personne est en train de dire. Donc nous sommes en train de voir si on peut fournir des micros portables qui pourraient être attachés, si cela serait possible. Et puis, il y a également une difficulté concernant le volume que je viens de signaler sur les différents canaux. Les différences entre les systèmes, c'est-à-dire entre le système que nous avions auparavant et le nouveau système, c'est que le volume n'est pas égalisé, contrairement à ce qui était fait autrefois. Donc, c'est là aussi un ajustement qui doit être fait. Je ne dis pas que nous minimisons, ça ne signifie pas que nous sommes en train de minimiser notre responsabilité. Bien au contraire, nous sommes tout à fait engagés à fournir l'interprétation la plus précise possible, mais cela ne peut être fait que je ne cherche pas des circonstances idéales, mais meilleures. Parce que sinon, il faudra que nous continuions de corriger et il y aura de plus en plus de retard dans la livraison des transcriptions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup. Il me semble que ce premier point a été assez abordé. Souhaitiez-vous dire quelque chose? Oui, allez-y, Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Très, très rapidement. Nous essayons de trouver des solutions. Il est un peu, comment dire, un peu facile de rejeter la responsabilité malgré des tentatives pour atténuer cela sur ceux qui parlent. Ceux qui parlent ici, Monsieur le Président, ont tous l'expérience de la justice pénale internationale, ont tous l'expérience d'intervention traduite, et en plus c'est un procès. Voilà. Alors, par exemple, les exemples que j'ai mentionnés tout à l'heure d'erreurs, les erreurs arrivent, on en est bien conscient. Et c'est pourquoi nous souhaitons qu'il y ait une forme de communication qui jusqu'à présent n'a pas lieu. Les erreurs que j'ai mentionnées tout à l'heure ne sont pas des erreurs dues au chevauchement. Pas du tout. Donc il y a un petit problème. Il faut le régler. Alors, l'un des moyens, peut-être, c'est que les services de traduction affectent à ce procès, à cette affaire, des traducteurs, les mêmes traducteurs. Et ainsi, il n'y aura plus d'erreurs quand on se trompe de nom propre, quand on se trompe de lieu, quand on se trompe d'événement, quand on se trompe de date, puisque les gens connaîtront ce dont il s'agit. Et ça aidera tout le monde. C'est une solution. Mais nous souhaitons que nous réfléchissions ensemble à des solutions, plutôt que de dire « il faut parler moins vite » ou « il ne faut pas qu'il y ait chevauchement ». Bien sûr qu'il ne faut pas qu'il y ait chevauchement. Ah, une fois qu'on a dit ça, on a dit quoi? Il faut essayer de trouver des solutions.
Le Président, je pense que nous avons débattu assez de ce problème et je crois que nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il existe des erreurs, qu'il existe des problèmes et qu'il faut que chacun d'entre nous puisse se fonder sur des transcriptions qui soient exactes et précises en fin de compte. Et je pense que s'il y a bonne volonté, et il y a bonne volonté, il devrait y avoir bonne volonté, j'invite les parties et les participants à travailler avec le greffe afin de trouver des solutions concrète parce qu'il s'agit vraiment d'un problème plus technique. Et puis, nous, de notre côté, nous ferons dans le prétoire ce qui est nécessaire. Nous ferons le nécessaire pour essayer de trouver un début de solution au problème en essayant de parler moins vite et ne pas se sauvecher. C'est pour ça que j'invite les parties et participants à rester en contact avec le greffe afin de bien pouvoir se concentrer sur ce problème. Je vais maintenant passer au point numéro 2, qui est la question de la transcription et la traduction de vidéos soumises en tant qu'élément de preuve qui est demandée par la défense de M. Blé-Goudet. Vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous avons dévolu ce point à mademoiselle Marion Carin, qui est donc legal assistant dans notre équipe, et nous vous prions de l'autoriser à prendre la parole sur ce point. Merci, Monsieur le Président. Donc, sur cette question que nous avons souhaité soumettre à l'agenda, la transcription et la traduction des vidéos présentées comme preuve, nous avons adressé un email à la Chambre le 8 avril 2016 qui était en fait une requête en clarification de ce que nous avons interprété comme un ordre que vous avez donné lors d'une audience, encore que nous ne soyons pas bien sûrs de la nature en fait de vos paroles, et c'est vraiment l'objet de cette requête en clarification. Donc, il s'agit de l'extrait du transcript de l'audience du 16 mars 2016. Donc, je vais citer les références en français et en anglais pour être sur des bonnes habitudes en matière de citation. Donc T-31-FRA, RT, 16 mars 2016, page 77, ligne 20 à 28. Et dans la version anglaise, donc la date sera la même, T31-conf-ENG, et la référence termine par 1-86 SZD, page 65, ligne 24, jusqu'à page 66, ligne 5. Pardon. Dans cet extrait, vous demandiez effectivement une traduction anglaise d'une transcription de vidéo que nous présentions, sachant que cette vidéo ne comportait ni transcription ni traduction. Et vous avez fait savoir, je cite, « Je pense qu'il faudrait nous fournir également des traductions anglaises des pièces les plus pertinentes, des extraits les plus pertinents. » Dans notre email daté du 8 avril 2016, nous posions 4 questions de clarification que je ne vais pas relire, mais que je vais essayer de résumer. Notre question, c'est de savoir si... Nos questions, pardon, c'est de savoir si l'obligation de fournir un transcript des documents vidéo que nous présentons vaut uniquement pour les extraits les plus pertinents ou vaut pour l'ensemble de la vidéo. Et les mêmes questions se reflètent sur l'obligation de fournir une traduction. Est-ce que la traduction doit porter sur tout le transcript ou uniquement sur les extraits les plus pertinents? Sur cette obligation de transcription et de traduction des vidéos, nous avons d'ores et déjà des observations. La première observation découle de l'article 50 du statut de Rome,
qui fait du français et de l'anglais à la fois des langues officielles de la Cour, mais également ces deux uniques langues de travail. Il n'y en a pas d'autres. Dans la décision sur la conduite du procès ICC 0211 0115 205, au paragraphe 48, il est dit que si une partie souhaite faire admettre comme preuve un matériel le plus tôt possible, et si le matériel n'est pas déjà disponible sur eCourt, la partie devra fournir des copies du matériel aux parties, à la représentante des victimes et à la Chambre, indiquant quels extraits de l'enregistrement seront utilisés avec toute traduction correspondante. Donc, dans la version originale de la décision sur la conduite du procès en anglais, on parle de corresponding translation, any corresponding translation. Alors, en premier lieu, ce qui nous a interpellés, c'est que la décision sur la conduite du procès ne prévoit pas d'obligation de fournir un transcript. Et il nous semble qu'elle ne prévoit pas non plus d'obligation de fournir une traduction en anglais. Ce qui nous apparaît, ce que nous pensons avoir pu légitimement croire, c'est que la traduction correspondante qui est visée au paragraphe 48 ne concerne que les matériels audiovisuels captés dans une autre langue que l'une des deux langues de travail de la Cour. Et que donc, à contrario, tout document audiovisuel présenté dans l'une des deux langues de travail de la Cour ne nécessiterait pas de traduction. La question de la production de transcripts de vidéos nous semble être à part, puisque, comme on l'a dit, il n'y a que la traduction qui est visée au paragraphe 48, pas de transcript. Et donc, notre question, c'est de savoir si on doit considérer que l'ordre oral que vous avez donné le 16 mars amende la décision sur la conduite des procès. Et si c'est le cas, nous voudrions attirer votre attention sur des conséquences de cet ordre qui nous semblent préoccupantes pour la défense. En premier lieu, la première conséquence préoccupante, c'est qu'au paragraphe 44 de la décision sur la conduite des procès, la défense est autorisée spécifiquement, la partie non appelante est autorisée spécifiquement à fournir aux autres parties et à la Chambre 24 heures avant son intervention auprès du témoin les matériels de support aux questions qu'elle posera au témoin. C'est un délai assez large qui est laissé à la défense. Elle a jusqu'à 24 heures avant, à la défense, à la partie non appelante, elle a jusqu'à 24 heures avant l'intervention du témoin pour pouvoir communiquer et enregistrer ces matériels de support. C'est un délai que nous supposons, que nous interprétons comme cohérent avec la situation de la partie non appelante, qui, pour déterminer sa ligne de questionnement, a besoin de savoir quelles questions ont été posées par la partie appelante, par éventuellement la représentante des victimes, et qui doit prendre en considération des éléments très immédiats pour déterminer sa ligne de questionnement. Dans ces conditions, d'un délai de 24 heures, il n'est pas humainement et matériellement possible pour nous de fournir un transcript d'une vidéo
qu'on aurait soumis comme matériel de support. Donc, si transcript il y a, il serait nécessairement fourni plus tard. Bien sûr, on essaye, dans toute la mesure du possible, de ne pas soumettre nos documents de support 24 heures avant, mais ça peut arriver. Il peut y avoir des documents de dernière minute ou de dernière 24 heures. Donc c'est une première préoccupation. La deuxième préoccupation que nous avons, c'est que dans cette affaire, il y a beaucoup de documents vidéo. Il y a quasiment un an jour pour jour, à la conférence de mise en état du 21 avril 2015, nous avions compté le nombre de documents vidéo qui avaient été divulgués par l'accusation à cette date. On était arrivé à un chiffre de 911 matériels vidéo. Ce chiffre a grossi depuis. Nous avons notamment reçu une proposition de l'accusation sur l'admission de plusieurs documents vidéo extraits de journaux de la RTI, qui représentent plusieurs mois de journaux télévisés quotidiennement, 2 fois par jour. Il nous semble que cette donnée, c'est-à-dire que ce procès va être pour sa preuve, pour une part importante de sa preuve basée sur des vidéos, est cohérent avec l'époque. Il est beaucoup plus facile aujourd'hui de capter et de diffuser une vidéo. Et c'est la raison pour laquelle, en défense, nous prévoyons que nous aurons également beaucoup de vidéos à produire. Face à 1 millier d'heures de vidéos diffusées par l'accusation, nous ne pouvons bien entendu aujourd'hui pas dire combien d'heures de vidéos nous devrons produire, mais nous savons que ce sera un chiffre très important. Et ce qui m'amène à notre troisième préoccupation, qui est en fait le cœur de cette intervention, c'est que actuellement, nous n'avons pas les moyens humains et matériels de faire face à la production de transcripts et de traductions. Nous avions fait une demande au début de l'année 2016 auprès du greffe pour des moyens supplémentaires qui nous auraient permis d'engager une personne d'un niveau de qualification équivalent à Legal Assistant, qui aurait pu avoir un niveau d'expertise suffisant. Cette demande nous a été refusée. Donc, depuis le début de l'année 2016, nos besoins humains sont constants, ils n'ont pas changé. Nous avons réussi à faire face aux impératifs du procès, mais le transcript et la traduction, ça change la donne, inévitablement. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous nous en remettons à la Chambre pour trouver une solution à ce manque de moyens humains et matériels. Le 16 avril, M. McDonald a fait une suggestion qui suit directement le passage du transcript que j'ai cité, et je me permets de le citer. Donc, le 16 mars, pardon, c'était pas le 16 avril. Donc, c'était l'audience du 16 mars 2016. Donc, à tout le moins, lorsque nous disposons d'une transcription, il faudrait présenter à la Chambre la transcription de cet extrait et les services de la Cour pourraient peut-être assumer une traduction. Pour nous, c'est une piste, c'est insuffisant, parce que nous avons toujours la problématique du transcript. Mais c'est très clairement une piste que nous soutenons. Est-ce que les services professionnels de traduction de la Cour pourraient nous fournir une assistance? Il nous semble qu'en combinant cette solution avec l'octroi de moyens supplémentaires à la défense pour assurer cette tâche spécifique, nous pourrions arriver à une résolution efficace, sereine et juste pour toutes les parties de cette question. Je vous remercie. The defense of, Le juge président de défense de M. Gbagbo. Juste pour vous dire que sur toutes ces questions, la Chambre se penche déjà, ainsi que toutes ces questions
qui ont déjà été renvoyés à la Chambre pour clarification. Donc nous nous penchons dessus. Ce n'est pas quelque chose qui est neuf tout d'un coup pour nous. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Alors oui, très brièvement. Premièrement, sur la question des traductions. Le procureur l'a très bien dit lors de l'audience du 16 mars 2016. Ce n'est pas aux parties de traduire. Quand on transcrit une vidéo, on transcrit une vidéo. Et en ce qui concerne la traduction, nous ne sommes pas des traducteurs officiels. Par exemple, l'équipe de défense de Laurent Gbagbo est francophone. Il n'y a personne qui a les qualifications pour faire des traductions officielles en anglais d'une vidéo. Donc la question est réglée. Oui, la question est réglée à ce niveau-là. Donc pour nous, il n'y a pas de problème de traduction. En ce qui concerne la transcription, la défense de Laurent Gbagbo s'est efforcée, depuis le début du procès, de fournir à la Chambre, dans les meilleurs délais, la transcription des vidéos utilisées lors de l'interrogatoire ou du contre-interrogatoire d'un témoin, plus particulièrement de s'assurer qu'un tel transcrit est disponible dès la diffusion de la vidéo lors de l'audience. Ce n'est pas une obligation, mais évidemment, dans un souci de précision et pour aider la Chambre, nous faisons ce que nous pouvons et nous faisons la transcription des passages importants et des passages pertinents. Aussi, ces transcriptions sont fournies, quand c'est possible, au service de traduction, justement puisque ça permet d'accélérer la procédure. Si le traducteur dispose de la transcription, il peut plus facilement interpréter la vidéo en instantané lors de l'audience. Donc nous faisons tout notre possible et voilà, on en est aujourd'hui. Et pour nous, la situation telle qu'elle est nous convient. Et en ce qui concerne les traductions, c'est le travail des traducteurs et pas celui des équipes de défense. Je vous remercie. Legal. Le juge président. Les représentants légaux. Oui, merci, Monsieur le Président. J'ai 3 commentaires assez brefs sur cette question. Le premier commentaire. Nous ne comprenons pas votre décision orale du 16 mars 2016 telle que la défense l'a compris, parce qu'il s'agirait finalement d'une version éditée de la retranscription vers l'anglais. Or, votre Chambre aurait décidé que la traduction doit être donnée si possible. Et donc, la Chambre a besoin de précision, a besoin de donner des précisions là-dessus. Et les mesures qui sont demandées par les parties et les participants afin de présenter des traductions doivent être cohérents avec les efforts de la Chambre, puisque nous sommes tous là pour améliorer la rapidité du procès. L'interprète est désolé, mais nous entendons très mal l'orateur. Il nous est presque impossible d'interpréter. Nous entendons fort mal l'orateur. Si le document est déjà en anglais ou en français, il n'est pas nécessaire de présenter une traduction à l'avance. Les services linguistiques peuvent donner une traduction si nécessaire. Par contre, si le matériel audio-vidéo n'est pas dans l'une de ces 2 langues, donc n'est pas en anglais ou en français, nous pensons que les parties et les participants devraient présenter une retranscription intégrale de ces documents ainsi qu'une traduction complète vers soit l'anglais, soit le français. Sachant que les 2 accusés sont plus à même de comprendre le français que l'anglais, et dès lors, la traduction de ces retranscriptions devrait être faite vers le français. Nous pensons que tout cela est cohérent et correspond à la pratique des participants à l'heure de présenter des documents qui ne soient pas soit en français, soit en anglais.
Je ne sais pas ce qu'en ferait la défense ou le procureur. En tout cas, nous, quand nous décidons de présenter des documents qui ne sont ni en français ni en anglais, nous cherchons d'abord à avoir une retranscription complète dans une de ces deux langues et puis la traduction. Et alors, cet élément peut être présenté comme élément de preuve. Il me semble que tout cela est cohérent avec les décisions prises par le passé par la Chambre pour accepter les éléments au titre d'éléments de preuve à verser au dossier. Et d'ailleurs, au point 4, 6 et 7, vous aviez déjà précisé cette chose. Si un document est présenté par une des parties, cet élément est présenté dans son entièreté, même si seuls certains extraits ont été utilisés ou ont été utilisés au titre de référence dans le prétoire. Donc, si le matériel ou si les éléments, documents audio-vidéo, une retranscription intégrale devrait être présentée. En plus de cette retranscription, une traduction vers le français ou l'anglais. Et l'interprète répète que le volume est trop bas pour pouvoir travailler convenablement. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Du point de vue du bureau du procureur, je peux vous dire que la grosse majorité des documents audio-vidéo que nous avons présentés sont en français. Et là encore, une grande majorité de ces documents ont été retranscrits. Nous avons les ressources en interne et donc nous essayons d'exploiter ces ressources pour présenter cela à la Chambre retranscrit. Je vous parle ici, certes, des éléments de preuve, ou plutôt des éléments présentés par le procureur. Bon, quand nous avons une vidéo de 60 minutes dont nous ne prenons que 5 minutes en extrait, nous n'allons pas vous donner une retranscription des 60 minutes, mais nous allons vous donner une retranscription des 5 minutes pertinentes que nous vous présentons. Hier, nous avons une réunion avec les services d'administration judiciaire et nous avons envisagé les possibilités de vérifier cette cohérence entre les retranscriptions et les traductions et voir comment cela peut se faire sans pour autant grever sur les ressources des parties mises à disposition pour le procès. Il y a deux pistes que je vous soumets. Une première solution qui, nous semble-t-il, est rapide est que les interprètes puissent produire une traduction à vue pendant que la vidéo est présentée. À savoir, les interprètes auraient la retranscription vers le français soumise par le bureau du procureur et pourraient l'interpréter vers l'anglais pendant que la vidéo est présentée. Il semblerait qu'il n'y aurait pas de synchronisation. Semble-t-il, il y aura un délai à la fin de la diffusion de la vidéo. Une autre option serait de présenter la vidéo sans qu'il y ait interprétation en simultané, mais à la fin, pour la partie appelante, on pourrait lire la retranscription et les interprètes pourraient, à ce moment-là, interpréter cette retranscription et ainsi elle pourrait être versée dans la retranscription. Ce serait peut-être plus long comme procédure, mais pourrait être utilisé pour des extraits plus courts. Ce serait peut-être deux solutions qui permettraient de garantir la cohérence de ces documents vidéo sans pour autant peser trop lourdement sur les ressources des parties. Voilà les deux propositions que nous faisons à la Chambre. Le juge président. Merci. Le greffe. Sur cette question, en effet, alors, sans aller sur le contenu exact de la décision de la Chambre, mais si une vidéo est en français, pour qu'elle puisse être interprétée pendant l'audience, pendant qu'elle est jouée à l'audience, en principe, si les interprètes
ont les moyens de se préparer bien à l'avance, donc qu'on leur a communiqué à l'avance les extraits exacts qui vont être joués, en principe, ils seraient en mesure de le faire. Une transcription en français des extraits est fortement souhaitable. La traduction du français vers l'anglais, par contre, relève du greffe, puisque l'élément de preuve est fourni dans une des langues de travail. Voilà. Nous recommandons fortement la fourniture de la transcription de l'extrait en français, afin de pouvoir procéder à une traduction à vue, ce qu'on appelle une traduction à vue, et qui, en effet, puisqu'il arrive souvent que dans les vidéos, le débit des personnes soit assez rapide, avec une traduction à vue, on pourrait arriver à un petit retard dans la fin de la traduction, de l'interprétation, pardonnez-moi, vers l'anglais, auquel cas il faudra bien prendre garde, avant de reprendre la parole suite à la fin de l'extrait, à bien attendre la fin de l'interprétation en anglais. Voilà, c'est juste une habitude à prendre pour bénéficier au mieux de l'interprétation vers l'anglais de l'extrait vidéo. J'espère que j'ai été claire. Je vous remercie. Yes, thank you very much. I think Juge président, oui, merci beaucoup. Je pense qu'en effet, il est souhaitable d'adopter une de ces solutions afin d'éviter toute confusion. Et je crois que c'est vraiment là, au cœur de la discussion entre le greffe et les parties, quelle est la meilleure solution. Je ne sais pas vraiment quelle est la meilleure, mais il en faut une en tous les cas. Il faut choisir laquelle. Alors, poursuivons avec l'ordre du jour. Et nous arrivons au point 3. Il s'agit là d'un point inscrit à l'ordre du jour par le procureur sur les documents, sur les faits convenus. Correction d'interprète, sur les faits convenus. Monsieur MacDonald, en effet, je vais prendre ce point à l'ordre du jour. Je ne sais pas si vous voulez que j'en parle maintenant. Je crois qu'il est finalement intégré dans tous les exemples concrets et dans la poursuite que nous avons d'accélérer le procès et son efficacité. En tous les cas, c'est repris dans cette recherche par la Chambre. Alors, est-ce qu'on doit en parler maintenant? Le juge président, je vous invite à prendre 3, 4 et 5 qui sont fort semblables et ne pas séparer 4 et 5 du 3 puisque ces 3 points vont de pair en quelque sorte. Et les 3 sont intimement liés à ce que la Chambre a ajouté, à savoir que nous invitons les parties à soumettre des propositions concrètes parce que nous travaillons aussi à la lumière du paragraphe 17 sur la poursuite des procédures et sur base de l'expérience qui fut la nôtre sur ces 2 mois, nous cherchons à voir comment accélérer la procédure. Alors c'est dans ce sens que nous avons invité les parties à faire des propositions de façon à pouvoir trouver quelle sera la meilleure solution pour la voie encore longue qui nous attend. Je vous cède la parole, Monsieur MacDonald. Thank you, Your Honor. Merci, Monsieur le Président. Donc je vais reprendre 3 et 4 et 5 ensemble. Nous avons là des exemples qui illustrent comment on pourrait accélérer le procès. Sur ce point 3, ce qui s'avère également nécessaire, c'est la coopération des parties. C'est vrai qu'il nous appartient, nous, au bureau du procureur, de défendre notre point de vue au-delà de tout doute raisonnable. Mais que conteste la défense dans ce cas-ci? Et c'est là que la Chambre est impliquée. En effet, nous avons déjà présenté
plusieurs faits convenus par le passé. Nous avons mis en copie, d'ailleurs, l'accord sur lequel nous étions mis d'accord entre parties, parce qu'il y a énormément d'autres faits convenus, reconnus d'ailleurs, et qui n'ont pas encore été acceptés. Pas plus tard qu'en début de semaine passée, nous avons présenté, et d'ailleurs la défense de M. Blégoudet y a fait référence, me semble-t-il. Nous avons révélé tous les journaux télévisés de la RTI. Bon, c'est vrai qu'il y a certains jours où il n'y avait pas d'émission. Donc il y en a qui manquent, il y en a qui ont été présentés dans le cadre de la règle 77 comme éléments exonérants, mais tous les autres sont des éléments incriminants. Alors il y a l'authenticité et la recevabilité comme élément de preuve. Et tout cela sera discuté lorsqu'on discutera du contenu, mais ce qui serait utile, c'est d'avoir finalement le corps même de tous ces messages télévisés pendant tous les éléments de violence post-électorale. Tout cela doit être rassemblé. Vous pouvez bien sûr écouter toutes ces émissions quand vous le souhaitez, à votre rythme, pendant le procès, à un moment idoine. Mais c'est donc un élément de réponse à la défense de Gbagbo par rapport à ce qui est présenté, ce qui est recevable, et tout ce débat que nous semblons avoir en interne. Une des manières d'accélérer les choses, c'est très clairement en coopérant et avec la coopération de la défense sur ce qui n'est pas contesté. Les avis judiciaires. Encore une fois, il y a un petit temps déjà, alors qu'on est en train de discuter justement de ces faits convenus, on s'est dit bien, on va envoyer un PTB à la défense et la défense pourrait très facilement nous dire ce qu'elle admet, ce qu'elle reconnu comme n'étant pas contesté, des faits historiques auxquels vous auriez fait référence lors du témoignage du 625 et proposer d'ailleurs que cela soit versé directement. Mais nous devrions pouvoir le faire même avant les audiences en question, maintenant, alors que nous sommes en train de parler. Alors je comprends que dans certains cas, il y a déjà des accords avec la Chambre dans le prétoire par rapport à ces points-là. Il y a des choses très simples. M. Gbagbo a été élu en octobre 2000. C'est acquis. Mais il y a d'autres faits. Les partis, et en l'occurrence la défense, pourraient nous dire « Bon, mais ça, c'est pas nécessaire d'en discuter ». Et alors, on peut du coup utiliser ça de manière suggestive avec nos témoins. Parce que ce sont des faits historiques qui ne sont pas contestés. Alors, le cinquième point, c'est la carte. Le cinquième point, la carte de la ville d'Abidjan. Bon, ici, j'ai 4 exemplaires. 3 pour la Chambre, 1 pour le représentant et... Bon, voilà. Nous avons ici ces cartes. Nous sommes tout à fait de bonne composition. Nous proposons, nous mettons à disposition. Mais nous, on attend les cartes de la défense. On attend les propositions concrètes de la défense. Et nous les verserons dessus. Ce sont des cartes. Alors, je lance ici une toute dernière tentative. Parce que je crois qu'une carte du pays, une carte de la ville, ce sont des éléments de base qui, en fait, amènent un constat judiciaire. Et si vous prenez le paragraphe 61 de la directive d'application qui vous permet d'ailleurs de décider ici. Alors, je ne peux qu'encourager mes collègues
de nous soumettre les cartes qu'ils veulent verser, qu'ils veulent ajouter. Et nous allons présenter ça comme élément devant la Chambre. Et sinon, nous aurons simplement ce document. Il appartiendra à la Chambre d'en faire un constat judiciaire verbalement, pas par écrit. Parce que des cartes, ce sont des cartes. Il faut qu'on avance. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire, tous mes commentaires. Et j'ai encore un autre point sur ce que vous veniez de rajouter. Je peux en parler directement si vous le souhaitez. Juge président. Oui, poursuivez. L'interprète répète qu'on entend très très mal Monsieur MacDonald. Monsieur le Président, nous avons présenté une première demande à la règle 68 pour l'introduction d'une déclaration d'un témoin et puis en 3, un témoignage partiel de 30 minutes, parfois 45 minutes. Bon, je ne vais pas donner des détails, ce sera en session publique. Il y en aura d'autres aussi, c'est à la Chambre de trancher. Mais comme on l'a dit dans notre document, c'est ce que nous avons l'intention de faire, donc de présenter de telles demandes lorsque nous avons des témoins qui peuvent témoigner d'un ensemble de faits incriminants. Nous avons le témoin 579 qui sera entendu à partir du 9 mai. Nous serons en audience publique. Il est là pour une seule raison, pour identifier les victimes. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que la défense va contester, indépendamment des éléments qu'eux vont présenter, l'identité d'un témoin, les circonstances de la mort d'un témoin? On ne parle pas de la responsabilité de la mort, on parle simplement du résultat. Mais il nous faut un témoin. Et forcément, ça ralentit la procédure. On pourrait gagner un jour. Et toutes les dépenses qui en découlent pour la Cour, qui finalement pourraient être libérées pour donner des ressources supplémentaires par ailleurs. La chaîne de responsabilité. Bon, il y a des vidéos, il y a des éléments, il y a des documents que nous avons vus, des documents qui ont été saisis. Nous, on ne les a pas inventés. Est-ce que on ne peut pas simplement les présenter, les introduire, les verser comme éléments de preuve et se dire que finalement les parties pourraient toujours discuter ultérieurement de leur valeur probante, mais pas pour autant devoir convoquer toute une série de témoins ici devant la Chambre pour confirmer. Alors, nous verrons avec ce témoin du 9 mai. Vous vous souviendrez que nous avons une présentation 360. Mais pour le moment, nous avons 2 témoins. L'un pour rassembler toutes les images, pour pouvoir faire cette présentation 360. Et l'autre, ce sera la personne qui, d'un point de vue technique, a pu créer cette image à 360. Bon, c'est ici qu'on a besoin d'un micro, c'est vrai. Donc en 19 et 20e position, nous avons 2 témoins qui sont très utiles ou très versés en matière de présentation 360. Et le procureur va essayer d'utiliser ces présentations à 360 degrés parce qu'elles sont pertinentes pour un témoin ou un témoignage. Une fois que c'est utilisé, eh bien forcément, elles sont pertinentes. Et il ne faudra pas chaque fois faire appel à des membres du personnel pour confirmer que nous avons une présentation à 360 degrés qui a été fabriquée. Et donc, le procureur n'a pas encore, mais va commencer à
utiliser le paragraphe 35 de la directive. Et je lis ce paragraphe. La Chambre donnera des directions aux parties pour une consultation inter partes, dans la mesure du possible se mettre d'accord sur les domaines non contestés par la partie appelante et pour lesquels finalement la procédure pourrait être accélérée et donc des questions directives posées. Et si un tel accord est atteint, les parties en seront informées par courriel à l'avance. Mis à part, en fait, les questions directives, ce qui est important ici, c'est de pouvoir discuter avec la défense, se pencher sur une déclaration, voir ce qui est accepté, admis, ce qui n'est pas contesté, et puis on se concentrera sur ce qui est vraiment l'enjeu quand on interroge le témoin, sur ce qui est l'enjeu dans ce procès. Et c'est ce que nous faisons. Il y a plusieurs autres petites étapes qui ont été mises en avant. Par exemple, une seule personne qui analyserait le témoin par la partie non appelante. C'est vrai que ça devrait être la règle. Et nous constatons que nous avons parfois 1, 2, 3 personnes différentes qui posent des questions à un témoin du procureur. Ce n'est certes pas la règle normale, comme ces décisions orales, ces réactions orales, ces petites étapes. Je crois que tout ça nous enlève un temps précieux qu'on pourrait discuter avec la Chambre. Vous savez, dans les cours suprêmes, dans les pays, il y a une lumière verte, une lumière rouge, et puis le micro est éteint. Monsieur McDonald s'est éloigné du micro une nouvelle fois. Voilà autant de points que nous voulions soulever. Oui, merci beaucoup. Je crois que là, ce sont des commentaires très utiles. En effet, je vais d'abord donner la parole au représentant légal des victimes. Le juge président. Le président précise que vous devez parler un peu plus lentement. Monsieur Carnero. Nous n'avons pas participé à la discussion entre la défense et l'accusation. Nous avons été informés des résultats de la discussion et nous devons vérifier si celles-ci auront un impact sur les intérêts des victimes. S'agissant du constat judiciaire des faits connus de tous, nous avons le paragraphe 61 des directives que vous nous avez adressé. Et quand on voit comment les choses se déroulent, il nous semble qu'il serait souhaitable de ne pas demander aux parties participants de se mettre chaque fois d'accord sur ce qu'ils sont d'accord ou pas d'accord, mais simplement d'inviter les uns ou les autres de faire objection, si nécessaire, sur un fait qui serait considéré comme étant un fait non convenu, non de notoriété publique. S'agissant de l'ensemble de cartes présentées par le procureur, nous sommes tout à fait d'accord avec monsieur le procureur. En effet, ça permettrait d'accélérer la procédure si toutes les cartes pouvaient être rassemblées dans un seul dossier auquel toutes les parties pourraient faire référence. Et s'agissant de la demande à la lumière de la règle 68 faite par le procureur, je vous présenterai une réponse dès que faire se peut. L'interprète répète que nous entendons très très mal le représentant légal. Le juge président, la défense de M. Gbagbo pour commencer. Merci, Monsieur le Président. Alors, l'accusation a abordé toutes sortes de points, dont des points qui n'étaient pas prévus à l'agenda d'aujourd'hui. Par exemple, le nombre d'interrogateurs. Alors, j'en dirai un mot tout à l'heure, mais essayons de faire les choses bien, si possible, afin qu'on puisse se préparer si on doit discuter de choses. Bon, enfin, peu importe. Alors, je retiens de l'intervention de l'accusation que l'accusation essaie d'échapper au fardeau qui pèse sur elle, qui consiste à prouver
quelque chose. La charge de la preuve pèse sur l'accusation. Évidemment, ce serait plus simple si ce n'était pas le cas, mais c'est le cas. Alors, prenons 2 exemples. Concernant le témoin P579, dont le procureur vient de nous parler. C'est le procureur qui nous dit aujourd'hui que la seule raison pour laquelle il l'appelle résiderait dans ce qu'il en aurait besoin pour identifier une victime. C'est pas ça que dit l'attestation du témoin. Il dit pas ça. Donc, puisque l'attestation est plus complète, il appartient à la défense d'interroger le témoin. Sinon, c'est comme si la défense ne se défendait pas. Alors en clair, on veut que la défense ne se défende pas. Ça, c'est un. Par ailleurs, il appartient au procureur de prouver les faits. C'est simple. Par exemple, de prouver qu'une personne a été tuée, que c'est bien telle personne. Il faut qu'il le prouve. Avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas le remplacer pour ça. C'est la charge de la preuve pèse sur ses épaules à lui. Et il ne peut pas s'en défaire. La charge de la preuve, c'est la charge de la preuve. Deuxième exemple, la vidéo à 360 degrés. Quoi qu'il arrive, il appartient au procureur de démontrer l'authenticité des images qu'il utilise, encore plus lorsqu'elles sont prises par des personnes qui appartiennent à son bureau. Ça tombe sous le sens. Qu'est-ce qu'il nous demande, le procureur? De le croire sur parole. Ce n'est pas la première fois. De penser que sa preuve est vraie sur sa parole. De croire ses témoins sur leur parole. De croire son narratif sur sa parole. Bref, de ne pas faire notre travail. Et donc de ne pas faire le sien, qui est de prouver. Bon, voilà comment se pose le problème. C'est très simple. De notre point de vue, il ne peut pas se poser comme ça. Les choses sont simples. Le procureur doit prouver. Et nous devons discuter sa preuve. C'est ça un procès, c'est pas autre chose. Sur les agreed facts, le procureur parle de discussions inter partes, et elles sont bonnes, les discussions inter partes, bien entendu. Il faut toujours essayer d'avancer. Ça, nous en sommes bien d'accord. Et c'est pourquoi nous avons fait tout ce que nous pouvions. La défense a continué à avoir des discussions constructives avec l'accusation depuis la dernière conférence de mise en état du 14 janvier 2016. Et nous avons accepté un certain nombre de points. Tout ce qu'on pouvait accepter, on l'a accepté, pour avancer. Et le procureur nous dit aujourd'hui, mais il faut que vous acceptiez d'autres points de tout ce que j'ai proposé comme potentiel agreed facts. Mais c'est quoi ces points-là? C'est son narratif qu'il a découpé. Il a pris une phrase, c'est le premier point. Deuxième phrase, c'est le deuxième point, etc. On va accepter son narratif? Alors pas besoin de procès. C'est toujours le même problème, vous comprenez? Nous, si on a un narratif, on va le découper, on va venir, on va dire il faut accepter les agreed facts de la défense. Et on va se plaindre. Ah, l'accusation n'accepte pas les agreed facts de la proposée par la défense. Monsieur le Président. Oui, très juste. Lorsque nous proposons, sur la base des propositions qu'il nous fait, des formulations plus neutres, moins biaisées, moins participant d'un narratif global d'accusation, il les refuse. L'argument peut être envoyé. Bref, on peut avancer, c'est vrai, à condition que tout le monde y mette du sien. On ne peut pas avancer en partant du postulat qu'il y aurait la vérité d'un côté et pas de vérité de l'autre côté. Sinon, à quoi bon un procès? C'est toujours le même problème, vous comprenez? Toujours le même problème. Alors, sur les agreed facts, plus précisément,
Les premiers témoignages que vous avez entendus, que votre Chambre a entendus, ont prouvé, si besoin était, qu'il suffit de nuances dans la façon de présenter un fait pour que son sens change radicalement. Nous ne pouvons accepter que ce qui est acceptable. Nous ne pouvons pas accepter ce qui pourrait se révéler aller dans le sens de la fausseté, aller dans le sens de ce qui n'est pas vrai, aller dans le sens de ce qui serait un narratif faux présenté à votre Chambre. Et la défense rappelle sa position, qu'elle a déjà, je crois, dite ici, que l'éventail large des modes de responsabilité alternatifs qu'allègue le procureur rend plus difficile pour elle d'exprimer un accord sur un certain nombre de faits, sur un grand nombre de faits. Pourquoi ? Parce qu'un fait qui pourrait n'avoir qu'une incidence périphérique dans le cadre d'un mode de responsabilité particulier pourrait prendre une grande importance dans le contexte d'un autre mode de responsabilité. Et c'est une difficulté qui est accrue par l'existence de la norme 55 et le risque que cette norme soit utilisée plus tard lors des délibérations. Selon la pratique de cette Cour, un fait non contentieux dans le cadre du procès pourrait être requalifié au détriment de l'un des accusés dans l'hypothèse d'une éventuelle requalification. Concernant les vidéos dont il a été question à l'instant, les vidéos des journaux télévisés de la RTI. Le procureur a mentionné la question et qu'il était important de trouver un accord sur la chaîne de conservation, permettant de dire que ces journaux sont des vrais journaux, etc. Concernant des journaux télévisés qui vont du 1er novembre 2010 au 3 avril 2011. Tout d'abord, pardon, mais encore une fois, je vous fais part de ma surprise, et j'en fais part aussi à l'accusation. Pourquoi le procureur évoque-t-il cette question en audience, alors que des discussions interpartes viennent d'être entamées par lui il y a à peine quelques jours? Vous comprenez? Soit on y va vraiment, et on croit en ce qu'on fait, et on fait des vraies discussions, et alors on informe la Chambre après, soit c'est pour la galerie. C'est une pratique systématique de l'accusation d'envoyer des éléments pour accord, chaque fois, peu de temps avant une conférence de mise en état, pour pouvoir ensuite se targuer devant votre Chambre d'avoir agi de manière inter partes. C'est pas agréable, vraiment, c'est pas agréable. Ensuite, Monsieur le Président, ensuite, il nous semble que le procureur confonde plusieurs choses sur ce point précis. Il ne s'agit pas d'accord sur les faits, ici, mais d'un accord sur la chaîne de conservation. C'est-à-dire, en fait, il s'agit de déterminer si ces journaux proviennent bien de la RTI et ont été diffusés tel jour à telle heure. La question, c'est toujours la même. Le procureur a la charge de la preuve et... Pardon. Bon, en clair, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nous sommes pour des discussions inter partes. On peut discuter. La question ne se pose même pas, mais que l'on cesse de nous mettre au pied du mur devant le fait accompli. Voilà, ça c'est un élément. Alors maintenant, sur le deuxième point, qui est Judicial Notice. Alors, concernant le constat judiciaire de faits notoires, la décision sur la conduite des débats du 4 septembre 2015
précisait qu'un tel constat ne pouvait être dressé par la Chambre sans au préalable avoir reçu des soumissions de la part des partis et des participants. La chose est très claire. Le point important ici, c'est encore une fois de comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit de deux narratifs, Monsieur le Président. Il y a un narratif que soutient l'accusation, et il y a un narratif différent. Je vous renvoie à nos discours d'ouverture aux uns et aux autres. Les deux narratifs ne coïncident pas, ce sont deux narratifs différents. Que soutient la défense, en tout cas la défense de Laurent Gbagbo, puisque je ne parle qu'au nom de la défense de Laurent Gbagbo. En ce qui nous concerne, aucun élément concret sur lequel s'appuie l'accusation pour présenter son narratif, pour vous présenter son narratif, n'a été établi. Aucun. Je ne rentre pas plus avant, naturellement. Donc, la question, c'est bien celle-ci que je disais tout à l'heure. Nous ne pouvons accepter de fait, en général, que lorsqu'ils sont présentés de la manière la plus neutre, la plus acceptable possible. À partir du moment où ils sont présentés de manière un tout petit peu biaisée, ça veut dire qu'ils rentrent dans une certaine logique, un certain narratif. Nous ne pouvons pas les accepter. Ou alors, pourquoi est-ce que nous n'imposerions pas, nous, notre narratif au procureur? C'est la même chose. Donc, nous avons fait le plus de ce qui était possible. Peut-être qu'on peut trouver un terrain d'entente sur d'autres points. Mais on ne peut pas utiliser la notion de constat judiciaire pour essayer de contourner le fait que sur les agreed facts, nous sommes allés le plus loin possible. Et c'est bien ce que cherche à faire l'accusation. L'accusation essaie d'utiliser la notion de constat judiciaire. Quel constat judiciaire? Il n'y a pas de constat judiciaire. On n'est pas d'accord sur les narratifs. C'est discuter, et discuter au plus profond. La seule notion utile ici, là pour le coup je vais dans le sens de l'accusation, c'est la notion d'accord sur les faits, parce qu'elle postule un accord. Un accord, c'est un accord, on n'y revient pas, c'est très bien. Et essayer de contourner cela pour faire valoir un narratif contre un autre, en utilisant la notion d'accord de constat judiciaire, ce n'est pas acceptable. Et c'est ce que cherche à faire l'accusation. De manière générale, et je tiens à le dire véritablement parce que c'est un point très important ici, la défense tient à souligner qu'une telle pratique du constat judiciaire est particulièrement dangereuse. Parce qu'elle contribue à dispenser le procureur de démontrer et de prouver ses allégations. Il convient donc de limiter cette pratique et de n'accepter de judicial notice, de constat judiciaire, que si elle porte sur un point précis pour lequel il ne peut y avoir de contestation de la part de l'autre ou des autres parties. Alors oui, bien sûr. Plus précisément, concernant les faits dits notoires, ni le statut, ni le règlement ne définissent le terme de notoire. Mais la jurisprudence du TPY précise, et je cite, « Le constat judiciaire de faits de notoriété publique en application de l'article 94A du règlement peut être dressé à deux conditions. Les faits contenus dans les documents présentés par la partie requérante doivent tout d'abord être reconnus comme, entre guillemets, faits de notoriété publique, fermez les guillemets. Ensuite, je cite toujours, il s'agit de déterminer que ces faits de notoriété publique ne peuvent raisonnablement être contestés. Fin de citation, et c'est dans l'affaire Perlich. Je donne la référence. Décision relative à la requête de l'accusation. Décision relative à la requête de l'accusation. Aux fins de constat judiciaire, de faits de notoriété publique et d'admission de moyens de preuve documentaires du 3 février 2006.
Dans cette même affaire, la Chambre précisait, et je cite, « Eu égard à la première condition susvisée, que les éléments d'information contenus dans les documents ne peuvent pas être considérés comme généralement connus ou de notoriété publique du simple fait qu'ils ont été fournis par un organe des Nations Unies, attendu qu'il incombe à l'accusation de prouver que les faits ne peuvent raisonnablement être contestés et non pas aux accusés de prouver qu'ils sont douteux. Attendu qu'il ne suffit pas qu'un fait soit mentionné dans un document produit par un autre organe non juridique de l'ONU pour qu'il devienne, entre guillemets, raisonnablement incontestable, fermez les guillemets. Les choses sont claires. Si la Chambre devait considérer dresser le constat judiciaire de faits qui, selon elle, seraient notoires, il conviendrait qu'elle précise 1. Que cette pratique doit être exceptionnelle afin de ne pas dédouaner le procureur de la charge de la preuve qui lui incombe. 2. Que seuls les faits non contestés raisonnablement par les parties peuvent faire l'objet d'un constat judiciaire. 3. Que c'était la partie demandant le constat judiciaire d'un fait de démontrer son caractère non contesté. 4. Qu'un tel constat ne peut être dressé sans débat contradictoire. Par conséquent, afin d'éviter que cette procédure de constat judiciaire soit en fait une manière pour le procureur de contourner la procédure d'accord sur les faits, il convient que la Chambre ne dresse pas de constat judiciaire sur les faits pour lesquels aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties. Alors, dernier point, sur les cartes. Dernier point sur les cartes. Et je vérifiais que c'était mon dernier point. Une carte, c'est pas une carte. Non. Une carte, c'est ce qu'on met dessus. Il n'y a pas de carte neutre, ça n'existe pas. Si je mets un truc blanc sur une carte, bah, il y aura cette carte avec la chose blanche. Si je mets quelque chose de noir, il y aura la carte avec quelque chose de noir. Voilà. Ce que nous propose le procureur ici, ce sont des cartes qui répondaient à un besoin particulier, à un but particulier, notamment, je crois, dressé par les Nations Unies, c'est ça, qui font apparaître un certain nombre d'éléments utiles par rapport à ce but particulier, mais qui ne sont pas utiles en ce qui nous concerne, si l'on veut débattre de ce qui se trouvait sur le terrain à l'époque. Autrement dit, une carte peut apparaître neutre, mais elle sera toujours faussement neutre, puisque ce qu'elle fait apparaître dépend de ce que la personne qui l'a dressée a voulu faire apparaître. C'est bien le problème des cartes données par le procureur. Même le choix de l'échelle de la carte conditionne la façon dont l'information est perçue. Ainsi, la compréhension que l'on peut avoir de la crise ivoirienne change, selon qu'une carte ne montre qu'un seul quartier d'Abidjan, plutôt que la ville entière. Alors sur les cartes, on peut discuter d'une carte.
avec l'accusation, avec l'autre équipe de défense. On peut discuter, bien sûr, pour essayer d'y mettre tout ce qui nous semblera utile. Pourquoi pas? Au lieu d'imposer, de chercher à imposer quelque chose. Parce que ça n'a pas de sens. Chercher à imposer, ça va être la 4e fois, je crois. 4e fois qu'on nous remet les mêmes MacBooks. Chercher à imposer quelque chose, ce n'est pas le bon moyen d'avancer ensemble. Mettons-nous autour d'une table et voyons ce qu'on peut tirer d'une carte vierge et ce qu'on veut mettre dessus. Et pourquoi? Pourquoi pas? Peut-être qu'il peut y avoir la carte des affrontements. Peut-être qu'il peut y avoir la carte des positions militaires. Peut-être qu'il peut y avoir la carte des différents quartiers. Peut-être qu'il peut... Il y a toutes sortes de cartes possibles. Mais il n'est pas question de se laisser imposer une carte au motif que ce serait une carte neutre. Si l'on veut nous dire cette carte n'est pas neutre parce qu'elle montre telle et telle chose, elle a été dressée par telle personne, pourquoi pas? Après tout, ça rentre dans le débat. On ne peut pas dire que cette carte, que les cartes qu'on veut nous imposer ici sont des cartes neutres. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bref, nous sommes ouverts, mais pas au prix de la défense, pas au prix des droits de Laurent Gbagbo. Nous avons une tâche à accomplir, une mission à remplir. Nous devons défendre les droits de Laurent Gbagbo et nous ne pouvons pas accepter n'importe quoi. Mais en revanche, parce que nous souhaitons avancer sur le chemin de la vérité, parce que nous souhaitons essayer de comprendre ce qui s'est passé pour que justice soit dite, nous sommes ouverts à toutes les propositions pourvu qu'elles soient ou pourvu qu'elles proviennent d'une vraie volonté de discussion. Monsieur le Président, juste un mot peut-être sur les contre-interrogateurs, sur le nombre de contre-interrogateurs, point qui a été rajouté par l'accusation. Un mot rapide, si vous permettez, de Madame Naouri. Alors, en effet, très rapidement, on parle ici de moyens pour essayer d'accélérer la procédure. C'est important de comprendre que c'est justement pour gagner du temps que parfois, sur certains témoins et certains témoignages qui font des centaines de pages, eh ben, le choix stratégique de l'équipe de défense, qui a des moyens réduits, s'organise d'une certaine manière, et donc il y a 2 contre-interrogateurs, par exemple. C'est la flexibilité qui nous permet d'avancer, la façon dont nous gérons nos ressources. Nous avons peu de ressources, on n'a pas fait de demande de moyens additionnels pour l'instant, et ça se passe bien, on respecte les délais. Donc, c'est important pour nous de pouvoir nous organiser comme on le souhaite et en respectant notre responsabilité professionnelle aussi, quand on sait comment faire les choses. Mais surtout sur le fait qu'il s'agirait d'une pratique non orthodoxe devant cette cour, ça c'est une affirmation fausse. Ça induit la Chambre en erreur. Premier exemple, dans l'affaire Bemba principale, lors de l'audience du 3 décembre 2010, et je cite ici le transcrit ICC-01/05-02-T-03-RED2-ENG, à la page 3, lignes 6 à 12, il y a, lors d'un interrogatoire, je ne vais pas citer de nom, mais 2 avocats changent et continuent le contre-interrogatoire de la même personne. C'est un exemple parmi d'autres. Deuxième exemple pendant l'interrogatoire principal, dans l'affaire Bemba, cette fois-ci article 70, audience du 7 octobre 2015, donc récemment, transcrit ICC-01/05-001/13-T-15-RED2-ENG, page 54, lignes 12 à 14. Donc là, c'est 2 exemples. On aurait pu en trouver d'autres. Ce n'est pas une pratique non orthodoxe, c'est une pratique qui permet de faire gagner du temps à la Cour. Voilà, nous vous remercions. Le Président, et si je peux anticiper, je ne crois pas que ce soit... que ça ne soit pas conforme à la pratique. Alors, dans la mesure où nous n'avons que 2 heures,
Nous avons presque terminé nos 2 heures, se reprend l'interprète. Je vous donnerai la parole à 14 heures lorsque nous reprendrons notre audience de façon à répondre et également vous prononcer sur ces points. Et j'aimerais également que vous vous posiez la question, tous les deux, de savoir si vous souhaitez prendre la parole à l'invitation de la Chambre, si vous avez des propositions à faire à la Chambre sur des mesures qui pourraient être mises en œuvre de manière à accélérer la procédure et également, conformément au paragraphe 17 de la conduite de la décision concernant la conduite des procès, je pense qu'il faut que nous soyons actifs dans notre manière d'aborder la chose. C'est ce que le procureur a déjà fait. Nous reprendrons à 14 heures. Nous aurons 1h30 d'audience. Je pense que nous n'aurons pas besoin de cette heure et demie en entier, mais si nécessaire, nous l'aurons. Nous vous retrouverons donc tous à 14 heures.